Bonjour! Dans cette vidéo, on fait la lecture des objets à collectionner de Valiant Arts. Ça nous permet de nous documenter sur la guerre 14-18. Donc, enjoy! Je voulais voir les faits historiques du coup. Déclaration de guerre. En juillet 1914, par un effet d'engrenage des alliances diplomatiques et militaires, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo, précipite l'Europe dans un conflit armé. Conflit qui se mondialise par l'implication des colonies dans la guerre. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3 août, elle déclare la guerre à la France. Et le 4 août, à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Dans l'autre sens. Le 11 et 12 août, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie. La caserne et son régiment. En France, chaque caserne abrite un régiment d'infanterie de 3600 hommes. Il est divisé en 3 bataillons de 4 compagnies. Chaque composé de 5 sections, de 5 escouades et de 12 hommes. Ça fait beaucoup. Ça fait 12 x 5 x 5 x 4 x 3. Le 2 août, la mobilisation s'effectue pour tous les hommes âgés de 20 à 48 ans. Mais certains plus vieux ou plus jeunes s'engagent spontanément. 2 millions d'hommes sont ainsi mobilisés en quelques jours. L'ampleur d'une guerre démesurée se dessine. Chaque pays souhaite concentrer ses armées le plus rapidement possible, afin de prendre l'ennemi de vitesse. En France, la gare de l'Est devient naturellement le lieu le plus emblématique du transfert des troupes vers le front. Toutes les classes sociales de toutes les régions françaises se croisent avant le départ pour la frontière. À la suite des premiers engagements, les armées allemandes progressent très vite. Elles envahissent la Belgique et marchent vers Paris. À la fin du mois d'août, les troupes françaises sont en pleine retraite. Les unités sont contournées, repoussées, capturées ou tuées. Les mois d'août et de septembre 1914 sont les plus meurtriers de toute la guerre. On décompte plus de 180 000 morts du côté français. Les autorités, elles, parlent de la retraite des armées françaises. La guerre de l'opinion publique est aussi en marche. Et du coup, on a trouvé un casque allemand. Le légendaire casque allemand, ou casque à pointe, Pickelhaube, a été utilisé jusqu'en 1916 par les forces allemandes, puis a été remplacé par des casques en acier bien plus efficaces. Plusieurs parties du casque, dont la pointe, censée protéger contre les coups de sabre, sont adaptées en fonction de l'arme, du grade et de l'origine des combattants. Sur certains casques, la pointe est même ronde. Du coup, on n'a pas celui-là, donc on peut pas savoir. Sifflet de chef de gare. Les gares sont très bruyantes à cause du train à vapeur. Pas de haut-parleurs, pas d'annonce, peu d'affichage. La gestion des passagers doit être faite à la voix. Le sifflet était donc le meilleur moyen d'attirer l'attention des passagers. Lettre d'un soldat français. Mes chers parents, je suis prêt à partir au front. Nous allons reprendre l'Alsace et la Lorraine aux Allemands. Je serai de retour avant Noël. Je vous embrasse, Marcel. Il est très positif, lui. Porte-plume. En 1914, les stylos à billes n'existent pas encore. À l'époque, à l'école, les enfants apprennent à écrire avec des porte-plumes métalliques. Ou plus souvent, à la campagne, avec des plumes-doigts taillées en biseau. L'entrée en guerre et la correspondance massive a permis de populariser un peu plus les porte-plumes. Bon, faudrait trouver le deuxième objet, mais... Est-ce que je peux pas... Non, je suis obligé de relancer. Journaux? Non. Collection. Ah, c'est ça, d'accord. Chantal Félix, plaque d'identification française, créée en 1881, suite à la défaite face aux Prussiens en 1870 et 71, la plaque d'identification française mentionne les noms et prénoms du soldat. L'année de sa classe et au verso son lieu de naissance et son numéro de matricule. Elle sert à identifier les cadavres sur les champs de bataille, afin d'éviter d'avoir des personnes manquantes et des corps non identifiés. Carte d'état-major, pas de GPS pour se repérer. Les seuls outils à disposition des soldats pour avancer dans la campagne sont la boussole et la carte d'état-major. L'orientation est une tâche réservée aux officiers et sous-officiers. Tranquille, dire une carte. Broderie. Le linge de maison est précieux, et il est souvent personnalisé par des broderies avec des initiales. Contrairement aux idées reçues, la broderie n'est pas réservée aux femmes et de nombreux soldats réaliseront des broderies pendant leur captivité. Honneur aux alliés. Ah oui, d'accord.
le son du jeu serait mieux. Voilà. Donc, on va reprendre quelques infos. Je sais pas pourquoi j'ai couru comme ça. Cadre photo. Même si les photos ne sont pas très répandues, beaucoup de personnes ont posé devant l'objectif avant de partir à la guerre. Les clichés de professionnels sont développés sur papier photo et collés sur un support rigide pour éviter que la photo ne se déchire. Un truc qui s'est passé. Certains clichés sont directement édités en carte postale, photos de groupe de conscrits par exemple. Ok. Concours mémoire de la Grande Guerre. Ce tire-lacet, fabriqué par Lucien Dufourmentel, a été sélectionné par l'équipe de soldats inconnus. Le caporal Lucien Dufourmentel, arrière-grand-père de Benoît Thiédrez, fabriqua ce tire-lacet avec une douille refondue. Il servit comme électricien dans la 217e section de projecteurs de campagne, section chargée d'éclairer les tranchées adverses. Mille merci et félicitations à notre gagnant Benoît. Ok. Intéressant. Miniature religieuse. La majorité des combattants sont croyants et certains portent sur eux des symboles de leur religion. Les états-majors doivent gérer différents cultes. Des services multiples sont organisés et des aumôniers de différentes confessions, catholiques, protestants, rabbins, offrent l'écoute et la compassion aux combattants. Les coloniaux de confession musulmane sont rassemblés entre eux pour des raisons de praticité, mais leurs croyances sont respectées. Nourriture halal et services funéraires suivant les rites musulmans. C'est bien qu'ils fassent ça. En même temps, vaut mieux... je sais pas. Bref. La boussole permet aux soldats d'avancer en race campagne et de se situer, et elle est utilisée conjointement avec la carte d'état-major que nous avons vue avant. Mais l'orientation est réservée aux sous-officiers et aux officiers. Les simples soldats marchent dans la direction indiquée. Pièces de monnaie. Les francs. La guerre fait rage, mais la vie continue. Le commerce aussi. L'économie est un mélange de troc, mais aussi d'argent. Les soldats achètent des provisions dans les villes étapes qu'ils payent avec leur solde. Le traitement du soldat de base est de 25 centimes par jour, 10 centimes de plus pour cause de guerre, et enfin 50 centimes pour chaque jour de combat, soit 85 centimes par jour, ce qui correspond environ à 2,75 € aujourd'hui. C'est pas beaucoup. Après, bon, le prix de la vie ne devait pas être le même. Et puis les euros, il y a eu un peu d'inflation aussi, depuis que le jeu est sorti. Kukri. Arrête de clignoter OBS, tu fais quoi? J'espère que ça va pas ramer de votre côté. Le couteau Kukri est aussi appelé couteau Gurkhas, du nom des unités coloniales britanniques d'origine indienne. Cette arme népalaise symbolise les forces de l'Empire car elle faisait partie de leur dotation de base. Ce couteau à lame courbe et épaisse est assez lourd. Il est conçu pour couper mais aussi pour frapper. Les Féliens. 6 millions de prisonniers de guerre. L'expérience de la captivité fut massive entre 14-18. Plus de 6 millions d'hommes furent prisonniers. On compte par exemple près de 600 000 prisonniers français. Malgré la convention de La Haye en 1967, La Haye, je sais pas, j'ai un doute, bref. Et les efforts de la Croix-Rouge internationale, les conditions de détention sont incertaines et parfois difficiles pour les simples soldats appelés, envoyés aux traverses forcées. Plusieurs centaines de milliers d'entre eux ne revirent pas leur foyer. Les lettres. Le courrier reste la seule vraie communication avec l'arrière à cette époque. La radio et le téléphone étant utilisés uniquement à des fins militaires, tous les soldats écrivent à leurs proches et cela pose des problèmes logistiques. Mais aussi des coupes car la correspondance de guerre est gratuite. 10 milliards de lettres et cartes postales seront échangées entre le front et l'arrière pendant le conflit. Les débuts sont chaotiques mais les services postaux s'organisent rapidement et découpe les lignes de front en secteurs avec des codes postaux uniques.
le vaguemestre qui distribue le courrier est un personnage très attendu par les combattants. Ça, c'est incroyable, je trouve, comme organisation. On n'y pense pas, quoi. Enfin, mais c'est... Je sais pas, c'est ouf. Attaque de Neuve-Chapelle. C'est littéralement une pluie d'obus britanniques qui tombe sur les forces allemandes, le 10 mars 1915. Pour la première fois, on utilise la technique du barrage roulant. Tous les canons concentrent leur feu simultanément sur une seule cible, puis une autre selon un chronométrage préparé à l'avance. L'infanterie progresse de manière synchronisée derrière ce barrage. 530 canons tirèrent plus de 216 000 obus ce jour-là, soit environ un tir par arme toutes les 2 minutes. C'est pareil, c'est insane, 216 000 obus quoi. Le sol, il est vallonné à cause de ça quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, j'ai mal, je trouve ça fou. Ça fait tellement... C'est inimaginable juste. Les Garhwal Rifles. La Grande-Bretagne et la France sont à la tête d'immenses empires coloniaux et les mettent la contribution dans la Première Guerre mondiale. Les Indiens servent pour la couronne britannique au Moyen-Orient, mais aussi sur le front européen. Ils contribuent de manière non négligeable à l'effort de guerre et de nombreuses victoires grâce à leur courage et leur discipline au combat. Un monument honore aujourd'hui encore leur mémoire à Neuve-Chapelle, dans le Pas-de-Calais. Les conditions de vie dans les tranchées sont très difficiles. Les soldats sont confrontés au froid, à la pluie, à la boue. Les eaux sales favorisent la propagation de différentes maladies telles que la dysenterie. La profondeur de la boue elle-même représente parfois un danger. Il arrive que des soldats se noient dans les trous d'obus ou dans les boyaux menant aux tranchées. Franchement, pareil, c'est tellement difficile à imaginer de se dire... se noyer dans les tranchées, quoi. Il devait être tellement fatigué déjà de base. En plus, le froid, il n'y a aucun moment où est-ce que tu arrives à vraiment te réchauffer ou à être au sec. Donc tu patauges toute la journée, toute la nuit. Et... Et dernier, là. Les explosifs. La fortification des tranchées oblige au retour de l'usage d'explosifs pour percer les lignes ennemies. On rétablit la tactique des mines placées sous les tranchées. Pour percer les lignes ennemies, on rétablit la tactique des mines placées sous les tranchées adverses après avoir creusé de longues galeries. Ça, c'est dingue aussi. Les Britanniques utilisent par exemple la cordite, un explosif puissant déclenché à distance par un détonateur. Mais ça en avait fait. Alors, les plaques d'identification canadiennes. Les plaques canadiennes du début de la guerre ont une forme particulière, un gros disque d'aluminium distribué en urgence en 1914. Elles sont rapidement remplacées par le disque standard britannique, comme pour le reste des forces de l'Empire britannique. Mince. Tissu imbibé d'urine. Seule parade au gaz, avant l'apparition des masques à gaz, était de couvrir son nez et sa bouche avec un tissu imbibé d'urine. L'urine réagit avec le chlore dans le mouchoir, ce qui forme des produits moins agressifs, limitant ainsi l'irritation pour les victimes de gaz. Une solution surprenante et préférable à de l'acide chlorhydrique dans les poumons. Horrible. Ah, ça devait être mieux que la mort. Lettre d'un soldat canadien, 21 avril 1915. Chers parents, nous sommes en Belgique, un pays plat qui me fait penser à nos plaines de Winnipeg. La grande différence, c'est l'humidité ici, qui rend le froid insupportable. Les gars et moi allons vous rendre fiers. Les soldats canadiens seront les héros de cette guerre. À bientôt, Steven. Ça va, petit chien? Bonjour, Aster. Oh bon, petit chien, pardon. Plan d'installation des bonbonnes de gaz. Un plan associé à un relevé météorologique. L'installation des bonbonnes de gaz est simple, mais la mise en œuvre dépend des conditions météorologiques, en particulier du sens du vent. Ils doivent être porteurs et souffler de manière constante vers les lignes ennemies, sinon les gaz risquent de se retourner contre leur expéditeur.
Ça, pareil, c'est folie, quoi. Le shako belge. Le shako, couvre-chef des soldats belges, était caractéristique. Il ressemble à un haut de forme avec une visière. Il fut rapidement remplacé par le képi de l'Isère. Ce képi est une casquette molle avec des pans rabattables sur les oreilles. Son nom, Isère, vient du fait que les soldats belges se sont massés derrière le fleuve Isère pour résister aux Allemands. J'espère que je le prononce bien parce que sinon c'est la honte. Voilà. De le dire en boucle depuis tout à l'heure. Montre à gousset, c'est le seul moyen de connaître précisément l'heure sur le front. Pour rythmer la vie quotidienne à l'époque, les paysans se basaient sur le rythme du clocher. Sur le front, la précision horaire est un facteur stratégique. L'avancée des soldats doit être totalement synchronisée avec les barrages roulants tirés des kilomètres en arrière. Insane, quoi. Ypres est une ville clé en Belgique. C'est la porte vers la mer et donc la Grande-Bretagne. Cette position est capitale pour les Britanniques, qui y envoient leurs détachements canadiens en première ligne. Ils démontrent alors aux Alliés leur endurance et leur fiabilité au combat, au prix de 6000 vies en avril 1915. Première attaque de gaz. Le 22 avril 1915, la première attaque chimique de l'histoire est déclenchée à Ypres. 5730 cylindres de chlore sont ouverts par les Allemands car le vent est favorable. Le chlore provoque des brûlures aux yeux, la peau et des poumons, y compris à travers les vêtements et le caoutchouc des bottes. Les effets sont dévastateurs. La seule parade trouvée par les Canadiens avant l'apparition des masques consiste à mouiller un mouchoir d'urine et se l'appliquer sur le nez. Les bombardements par Zeppelin. Les Zeppelins sont inventés en 1900 par le comte allemand von Zeppelin. Mais le premier vol à longue distance date de 1908. Ils sont quasiment aussi rapides que les avions de l'époque et sont utilisés d'abord pour la reconnaissance. À partir de 1915, leur capacité à monter en altitude est utilisée pour des bombardements civils, notamment sur Londres et Paris. Les chiens dans la guerre. L'armée allemande possédait 6000 chiens au début de la guerre, contre seulement une trentaine pour l'armée française. Diverses missions sont confiées à ces animaux: sentinelles, liaison postale, ravitaillement de munitions, transport de canons, mascotte. Les principales races de chiens utilisées étaient des bergers allemands, les Doberman et les bouviers des Flandres. Il reste 2 chapitres là. Moi je t'invite d'essayer de trouver les objets qui restent parce que c'est fun et puis comme ça permettra de finir le stream tranquillement. Alors, voyons voir. Le briquet à Amadou. Ah, c'est un briquet. Waouh. Dans ce briquet, pas d'essence. Les briquets à essence sont aussi très populaires dans les tranchées. Mais ici, c'est la mèche en coton qui est traitée avec du salpêtre et du chromate de plomb pour être plus facilement inflammable. Pour éteindre la mèche, il faut la tirer par la partie basse pour qu'elle rentre dans son cylindre et qu'elle s'éteigne. Ah, oh waouh. Alors là, il nous manque, on a dit, 3 objets. Ah, on n'a pas fait l'effet historique. Oh, bon, on va les faire. Les Américains dans l'armée française. 128 Américains s'engagent dans l'armée française dès le début du conflit, pour la plupart à Paris. Parmi eux se trouve le poète Alan Seeger. La majorité sont intégrés dans la Légion étrangère et participent à la bataille de la Marne. Les autres rejoignent l'aviation dans ce qui deviendra plus tard l'escadrille Lafayette. 24 mourront pour la France, dont Alan Seeger. Leur médiatisation aux États-Unis aura un rôle décisif dans l'engagement de leur pays 3 ans plus tard. La bataille de la Marne. Après la retraite d'août, les troupes françaises font de nouveau face aux troupes allemandes. Le 6 septembre marque le début de la bataille de la Marne et le coup d'arrêt au plan d'attaque allemand. Le plan Schlieffen, l'invasion de Paris n'aura pas lieu. C'est la première véritable contre-attaque des forces franco-britanniques. Le front recule alors vers le nord et se stabilise en décembre. La guerre de mouvement se transforme en guerre de tranchées. Les mitrailleuses.
Les mitrailleuses symbolisent l'importance du progrès technique de la Grande Guerre. Parfaitement intégrées au mouvement d'infanterie, elles développent une capacité de tir de 150 à 200 balles. Avant de devoir refroidir, d'accord. Par rafale, quoi. C'est énorme. Au début du conflit, elles donnent une grande supériorité aux forces allemandes qui les utilisent adroitement en première ligne. La capture des drapeaux. Les drapeaux représentent des symboles forts pour chaque unité. Capturés, ils sont ramenés comme trophées dans les états-majors. En cas de débâcle, les soldats prennent le temps de les enterrer ou de les cacher juste avant d'être faits prisonniers. Avec l'arrivée des tranchées, les drapeaux disparaissent du champ de bataille et ne sont ressortis que pour les cérémonies militaires à l'arrière du front. Bataille de la main, collection, voilà. Bouton doré d'uniforme français. La vareuse bleue horizon se fermait avec des boutons dorés. Ces boutons s'avérèrent être un problème sur le champ de bataille car en plus du pantalon rouge très voyant, les boutons brillaient au soleil facilitant les repérages par les ennemis. Ah ça c'est dommage. Ça c'est pas de bol. Douille allemande. Des douilles allemandes du 7,92 mm à Mauser. Le diamètre des munitions de toutes les mitrailleuses allemandes est standard. Qu'il s'agisse de mitrailleuses légères, Maschinengewehr ou lourdes, SMG, Schwere Maschinengewehr. Pardonnez mon allemand, il est parfait. Elles alimentent aussi le fusil de dotation du soldat allemand, le Kar 98K. Seul le pistolet C96, attribué aux officiers, a un calibre plus petit qui est du 7,63. Ok. Lettre d'un soldat allemand, 6 septembre 1914. Chers parents, je vais bien et le temps est beau. Est-ce que tout le monde va bien à Bad Dürkheim? Nous progressons rapidement et nous serons bientôt à Paris. Que voulez-vous comme souvenir? Salutations, votre Gunther. C'est fâcheux. Ah, on n'avait pas lu. Eh ben, c'est parfait, on va lire. Périscope. Afin de pouvoir observer les tranchées adverses sans s'exposer, les officiers et les soldats avaient recours à des périscopes portatifs. Un montage de miroir qu'on pouvait hisser par-dessus le parapet sans risquer pour sa santé. Sans risque pour sa santé. Sans risque d'être fusillé, quoi, surtout. Gourde d'un tirailleur, la soif est terrible sur le front. Le ravitaillement en première ligne n'est pas forcément régulier. Les soldats ont sur eux des bidons dans lesquels ils transportent de l'eau, mais aussi du vin. Certains ont également des gourdes et des outres en peau de bête, moins lourdes à porter. Une outre en peau d'ours. Non. Fiole de névrosténine. Face aux baisses de morale et de forme des soldats, les médecins pratiquaient parfois des injections de névrosténine. Ce mélange de magnésium et potassium est censé donner un coup de fouet. Ça a l'air cauchemardesque. Lettre d'un soldat allemand. Cher Andrea, nous sommes dans cette tombe depuis janvier, et je n'en peux plus. J'en ai marre de vivre sous terre comme un rat. La vie d'avant me manque, les promenades sous les tilleuls avec toi, même le travail à l'usine me manque. Je t'embrasse tendrement, ton diétaire. Boîte de sardines. Les soldats étaient tous nourris par leur armée respective, mais ils recevaient aussi des colis de l'arrière contenant de quoi améliorer leur quotidien. Les conserves de poisson ou de pâté leur permettaient de manger plus et mieux qu'à l'ordinaire. Pouf. Pièces britanniques. Les soldats étrangers recevaient leur solde dans la monnaie de leur pays et une compensation en monnaie locale. Une partie de leur salaire était retenue directement à la source et reversée à leur famille. Les Britanniques touchent 1 shilling par jour, sur lequel des déductions s'appliquent, et 20 francs tous les 15 jours. Le shilling remplacé en 1971 correspondait à peu près à 70 pence, soit un peu moins d'1 euro. Ah ouais. C'est marrant parce que c'est presque les mêmes tarifs que les Français, du coup, ce que j'ai compris tout à l'heure. Fait. Les tranchées. Les soldats ne sont pas égaux vis-à-vis des tranchées. Les Allemands ont aménagé très tôt leurs tranchées en coulant des structures solides à l'aide de béton et de ferraille alors que les Alliés pataugent encore dans la boue. Le cycle de relève côté français en est peut-être une des raisons. Les soldats restaient en première ligne entre 4 à 7 jours
puis étaient relevés. Les soldats allemands, eux, étaient affectés sur un secteur unique et y restaient parfois plusieurs mois, ce qui les poussait à mieux s'installer. Ah ouais... Ouais, mais même 4 à 5 jours... Ouais, nous, les alliés, ils étaient... Ils pataugeaient toute la journée, donc du coup, ils avaient des maladies de... Bon. Le labyrinthe. Vimy et Neuville-Saint-Vaast sont deux positions allemandes rapidement fortifiées. Une multitude de tranchées et de boyaux sont reliés à des salles souterraines où se reposent des soldats, d'où son surnom de labyrinthe. C'est une position clé que les armées françaises, britanniques et canadiennes tenteront de prendre de nombreuses fois sans succès. Les pertes sont tellement importantes que la position est déclarée imprenable fin 1915. Mémorial de la division marocaine. La division marocaine rassemble en fait des soldats de toute l'Afrique coloniale française et la Légion étrangère. On y retrouve des tirailleurs tunisiens et algériens, ainsi que des zouaves américains. J'ai aucune idée de ce qu'ils veulent dire par des zouaves. En 1915, ils menèrent à bien leur mission en reprenant la crête de Vimy. Mais faute d'un soutien réel de l'état-major, ils durent se replier au bout de 2 jours. C'est la seule division dont tous les drapeaux sont décorés de la Légion d'honneur. Sa devise, sans peur et sans pitié. Propre. Les canons de la marine. Les pièces de marine sont des canons capables de projeter des obus de masse incroyables, allant jusqu'à 380 kg. Ce sont des pièces très lourdes montées sur rails qui nécessitent la construction de voies ferrées spécifiques pour atteindre leur plateforme de tir. En cas de retraite, les artilleurs qui manœuvrent ces canons ont pour mission de les faire exploser pour éviter qu'ils tombent aux mains de l'ennemi. Ah ouais... Il n'y a pas moyen de les replier avec toi, quoi. Tu les laisses péter et puis tu files, quoi. Très bien. Eh ben... Rasoir à lame de sécurité. Une invention du début du siècle, le rasoir de sécurité permet un rasage plus sûr sans utiliser les grands couteaux des barbiers. Les rasoirs feront partie de l'équipement de base des soldats américains en 1917, car on constate une meilleure étanchéité des masques à gaz sur les visages rasés. Ah ouais, c'est fou, mais en même temps c'est pas faux, hein. Eh bah oui. Dépliant publicitaire. La guerre fait rage, mais la vie continue à l'arrière. Et les publicités permettent aux marques de vanter la qualité de leurs produits. Bien sûr, les soldats sont utilisés pour donner une bonne image et aider à la vente. Ici, c'est une campagne de bons d'emprunt de guerre pour aider le gouvernement à financer la Grande Guerre. Oh, la salopette. Les hommes sont en majorité partis au front, mais les usines doivent continuer de produire. Les femmes les remplacent sur les chaînes de production, dans les administrations, mais pour des salaires moindres. Elles occupent aussi des postes de responsabilité et prennent des décisions. C'est une étape marquante vers l'émancipation des femmes. Brevet de marraine de guerre. Pour apporter du soutien moral et psychologique aux soldats sur le front, une association se crée début 1915. Son but, entourer les soldats n'ayant pas de proches parents, pour constituer une famille, d'où le nom de marraine de guerre. Les correspondances se créent, et les marraines envoient des courriers, des paquets et tissent une relation affective avec leurs filleuls, leur permettant d'avoir une relation à l'extérieur de la guerre et de garder le moral. Ah ouais, mais il y a eu plein de trucs comme ça qu'on n'imagine pas en fait. De fou. Tampons à gaz. Même si les protections contre les gaz sont plus nombreuses sur le front, il est possible pour les civils de se procurer des masques à gaz dans les villes frontalières comme Reims. Il n'est pas rare que des civils prévoyants s'équipent. Ce modèle est un des premiers. Un tampon que l'on applique sur la bouche et le nez. D'accord, ouais. Livre de compte. Ce livre de compte appartient à un combattant britannique. Il lui sert à percevoir sa solde, mais est aussi un guide, un code de conduite à tenir. Il contient aussi un formulaire de testament et les adresses des parents proches à contacter. Une phrase clé invite les soldats à résister aux tentations de la chair et de la bouteille. Ok. La cathédrale de Reims. Reims se trouvant proche de la zone de conflit, la ville fut souvent prise pour cible par les bombardements des zeppelins et canons à longue portée. Sa cathédrale est même incendiée lors de la retraite des Allemands le 19 septembre 1914. La statue de Jeanne d'Arc, située sur le parvis, perdit une main pendant les bombardements. Elle fut démontée et mise à l'abri dans les catacombes
À la fin de la guerre, seulement 1500 personnes vivaient encore à Reims. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. La vie en ville pendant la guerre. La guerre mobilise quasiment tous les hommes sur le front. Les femmes, les enfants et les personnes âgées doivent faire fonctionner les usines pour assurer la production d'armes et de munitions afin de pouvoir continuer la guerre. Les femmes remplacent les hommes dans les fermes, les usines et les administrations. Elles accèdent aussi à des postes à responsabilité, ce qui changera la condition de la femme après la guerre. L'armée réquisitionne la nourriture, le vin, le bétail. Le rationnement est mis en place pour assurer de la nourriture à tout le monde. Eh ben, eh ben, et ben voilà.